cœur de la vie locale, à Aix-les-Bains, Chambéry et autour du lac du Bourget. Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Bonjour à tous, Radio Grand Lac 92.1 FM et Le Nouvel Entrepreneur, l'émission qui parle de créa, de reprise, de développement et de tout ce qui concerne l'entreprise et l'entrepreneur en général. On est à une date spéciale puisque c'est la dernière de la saison, après c'est les vacances et ça fait aussi... Bon, on a passé l'anniversaire d'un mois, je crois, mais ça fait aussi 2 ans maintenant que l'émission est là. Quand même, j'ai pas compté combien d'invités ça fait, mais ça doit en faire un paquet, puisque entre 3 et 4 par émission. Donc on a abordé beaucoup de sujets. Bonne chance pour être originaux à mes invités d'aujourd'hui. Comment mettre à l'aise, c'est important. Donc aujourd'hui, très varié, des profils complètement différents, des métiers complètement différents et certainement des approches aussi qui diffèrent. Et pour commencer tout de suite, on a 4 invités, donc on perd pas trop de temps, on y va. Tu as 2 minutes. Faut pas stresser. On est avec Marion Coppel. Bonjour. Bonjour Karim. Voilà. Merci pour l'invitation. Marion, oui. Oui. Tu voulais dire quelque chose déjà dès le départ? Je démarre par mon parcours. C'est ça. Ah bah d'accord, très bien, vas-y. Comme tu veux. Alors le parcours de Marion en 13 chapitres, allons-y. Non, ça va être assez rapide. J'ai commencé par faire un master en management du tourisme à l'IAE Savoie-Mont-Blanc à Chambéry. J'ai travaillé pendant une 15aine d'années dans l'hôtellerie en France et à l'étranger. Il y a 4 ans, j'ai décidé de me reconvertir dans le vin. C'est un secteur qui m'avait toujours intéressé, c'était une passion, mais j'ai vraiment décidé d'en faire mon métier à plein temps il y a 4 ans. J'ai fait plusieurs formations et j'avais envie de rester proche des vignes, d'être proche des vignerons, entre guillemets, et de pouvoir proposer quelque chose qui puisse transmettre leur passion, transmettre leur métier aux gens avec des activités qui soient conviviales, authentiques. Et j'ai décidé de me lancer à mon compte en auto-entreprise pour pouvoir proposer quelque chose qui était le type d'activité que moi j'avais envie de voir dans ce milieu-là. Et j'ai choisi de me concentrer sur les vins de la région. Donc les vins de Savoie, c'est un tout petit vignoble en termes de taille par rapport au vignoble français, c'est moins de 1%. Néanmoins, c'est un vignoble très intéressant. Il y a une grosse diversité en termes de variétés de raisins, de cépages qui sont cultivés. On a une 20aine de cépages, donc là pour le coup c'est plus de 10% des cépages qu'on a en France. Et on a su garder vraiment des cépages qui étaient typiques de la région. Il y a des cépages qui sont uniques au monde, qu'on trouve nulle part ailleurs. Et c'est un vignoble aussi qui est en pleine effervescence. La renommée du vignoble est vraiment en pleine expansion. Et on a une chouette génération de nouveaux vignerons très talentueuses. Donc j'avais envie de mettre en avant leur travail. Et j'ai choisi de le faire donc avec des ateliers d'initiation à la dégustation. D'accord. Donc vins de Savoie uniquement. Uniquement vins de Savoie, oui. Qui ont une très bonne réputation. Alors, je pense que ça faisait partie aussi du pourquoi j'avais envie de me concentrer sur ces vins-là. C'est des vins qui ont pas toujours bonne réputation, encore plus, je trouve, dans la région. Des fois, c'est les gens du coin qui sont les plus difficiles à convaincre, alors que les gens, d'ailleurs, sont plus ouverts. Mais c'est vrai que voilà, il y avait des petits dictons pas très cool sur les vins de Savoie. À une époque, on a un petit peu forcé sur le rendement, je pense. On n'avait peut-être pas le même climat aussi. Le réchauffement climatique a plutôt bénéficié au vignoble. On a des meilleures maturités. Et puis c'est des vins qui devaient être prêts pour la saison de ski, donc ils étaient assez rapidement mis en bouteille. On leur laissait pas trop le temps. Ouais. Et aujourd'hui, tout ça a bien changé. Donc on a vraiment des très très jolis vins à découvrir dans la région. Le vin de Savoie, ça s'exporte très bien. On fait un bisou à Laurent Cavaillé d'ailleurs, s'il écoute, président des vins de Savoie, qui m'expliquait par exemple une fois qu'il fait des ventes incroyables sur Manhattan par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a des clientèles, les Américains, les Scandinaves,
Il y a des vignerons qui n'ont pas forcément envie d'exporter leur vin, mais au final, il y a des fois plus de demandes de la part de ces marchés-là. Malheureusement, j'ai envie de dire, parce que ce serait quand même intéressant que les gens d'ici profitent aussi de ces vins-là. Mais ouais, ils ont un très très gros succès à l'étranger. Ils sont très appréciés. Leur côté aussi assez digeste. C'est vrai qu'on arrive encore à produire des vins relativement légers en alcool par rapport à d'autres régions. Ça donne des vins qui sont vraiment faciles à boire et assez digestes. Et qu'est-ce qui fait du coup que en Savoie, on n'ait pas une très bonne opinion des vins de Savoie ? Je pense que c'est l'histoire. Il y a des gens qui se rappellent d'une époque où peut-être qu'effectivement la qualité était pas aussi bonne. Et quelque chose qui est un petit peu resté. Il y a aussi une grosse appétence, je pense, de la part des gens de la région pour tout ce qui est vin de la vallée du Rhône. C'est des vins qui sont assez présents, mais c'est quelque chose qui est vrai pas que en Savoie. Dans le Beaujolais, ils ont eu du mal à un moment donné, je pense aussi à valoriser leur vin et à les vendre à Lyon, qui est pourtant juste à côté. Donc c'est vrai de pas mal de régions viticoles. C'est vrai qu'il y a des hauts, il y a des bas dans la renommée, mais pour moi, c'est vraiment des vins d'avenir et je pense que c'est important que les gens de la région puissent les découvrir et changer d'avis aussi sur ces vins. Donc c'est pour ça que les ateliers peuvent être intéressants parce qu'on découvre des vins à l'aveugle sans forcément d'a priori dessus et on peut être vraiment bluffé, je pense, par les vins de Savoie. Alors ces ateliers s'adressent à qui ? Ils s'adressent à tout le monde, à partir du moment où on est majeur, bien sûr. Mais il n'y a pas de niveau minimum à avoir en dégustation. On peut être totalement novice, comme on peut connaître déjà un petit peu plus le vin. Moi, je m'adapte vraiment au public que j'ai en face. C'est des ateliers qui sont très ludiques. Le but, c'est vraiment de découvrir le vin en s'amusant, de repartir avec des connaissances, mais vraiment de passer un bon moment. On se concentre dans les dégustations, c'est de l'initiation à la dégustation sensorielle. Au niveau, pour le cerveau, le vin est quand même un produit assez complexe parce qu'il y a assez peu d'activités qui sollicitent autant tous les sens à la fois. La dégustation, ça va venir solliciter à la fois notre vue, notre odorat, le goût, les sensations tactiles en bouche. Donc c'est vraiment très très complet au niveau sensoriel. Et dans les ateliers, on essaye un petit peu de décortiquer en se concentrant sur chaque sens et d'aller un petit peu plus loin, de découvrir des nouvelles sensations et de pouvoir aussi penser à des choses auxquelles on ne pense pas forcément habituellement, le sens de l'odorat, le sens du toucher, tout ça. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez... c'est pas une dégustation classique, j'ai envie de dire. D'accord. Il y a d'ailleurs même des petites fioles. Oui, avec des odeurs à découvrir. On s'amuse pour démarrer. Généralement, on joue un petit peu avec les odeurs. Donc là, c'est pas quelque chose qu'on boit, c'est vraiment juste retrouver des arômes qui ont été reconstitués. C'est vraiment un jeu qui est très sympa, qui fonctionne bien. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire habituellement dans la vie de tous les jours. Généralement, on voit les choses avant d'analyser ce qu'on sent. Donc là, souvent, c'est un petit peu déstabilisant, mais en même temps, c'est très drôle et ça permet vraiment de parler de l'odorat, qui a un sens auquel on pense pas assez et qui est très intéressant à découvrir. Et les participants de l'atelier, c'est plutôt pour des particuliers, pour des professionnels en entreprise ou... Ça peut s'adresser aux particuliers comme aux professionnels. C'est vraiment une activité de groupe, donc des groupes qui vont être entre environ 8 et une vingtaine de personnes, je dirais, pour que ça reste assez interactif. Je peux intervenir que ce soit pour des anniversaires, enterrement de vie de jeune fille, enterrement de vie de garçon, ou juste un week-end entre amis, comme sur des séminaires, des retrouvailles en entreprise. Ça peut se prêter aussi à ça. D'accord. Le verre caché, où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, ça c'est sacrément, c'est un sacré piège. C'est un sacré piège, mais au final, je suis assez bluffée. Les gens, souvent, c'est un exercice intéressant. Donc, on goûte un vin les yeux bandés, ce qui normalement permet de supprimer le biais visuel, puisque la vue est vraiment le sens qui prédomine dans la hiérarchie des 5 sens.
C'est un peu déstabilisant parce que pareil, c'est pas un exercice qu'on a l'habitude de faire et surtout pour des gens qui aiment bien être en contrôle, on sait pas trop ce qu'il y a dans le verre, on perd un peu ses repères. Mais en même temps, les gens du coup parlent beaucoup plus librement du vin. Et puis au final, des fois c'est arrivé qu'il y ait des groupes d'amis qui s'amusent à faire une blague à un de leurs amis en lui mettant de l'eau dans son verre au lieu du vin, et la personne s'est assez vite rendu compte quand même qu'il y avait un souci et que c'était pas du vin. Mais c'est vrai que voilà, des fois on se dit qu'on va facilement reconnaître un rouge d'un blanc ou d'un rosé, et c'est pas si facile que ça une fois qu'on a plus les yeux. Ça dure combien de temps un atelier ? C'est généralement sur un format de 2 heures à peu près. Ça permet d'avoir le temps de parler de plein de choses différentes, de déguster. Généralement, on va déguster 5 à 6 vins. 5 à 6. Alors, déguster, c'est pas se mettre à l'envers, on est d'accord ? Oui, toujours avec modération. C'est pas se mettre à l'envers, non, c'est vraiment se concentrer sur ce qu'on boit. Donc on va pas faire des culs secs en atelier. Et puis il y a des doses. Une dégustation, c'est pas des verres pleins, on est d'accord. Tout à fait. Ouais, on va pouvoir goûter plus de choses, mais du coup, en quantité. Je suis un petit peu plus généreuse que ça quand même, mais oui, en dégustation, on n'est pas sur un verre entier. Ça permet de goûter à plus de vin tout en gardant quand même une certaine concentration sur ce qu'on boit, et de pouvoir toujours être à l'écoute des sensations et de ce qu'on retrouve dans le vin. Ok. En termes du coup si on bascule vraiment sur l'entrepreneuriat de cette activité-là, il y a des responsabilités. Par exemple, si imaginons que tu serves des verres pleins à tout le monde. Ils en boivent 5-6. Derrière, s'il y a un problème, on sait que par exemple les restaurants, les bars, si quelqu'un sort d'un bar complètement plein, il a un accident, ça peut retomber sur le bar. Est-ce que du coup, avec les ateliers, tu as ce genre de souci aussi ? Il faut que tu fasses bien attention à l'état des gens, etc. Alors, moi, je fais toujours attention parce que j'estime que ça fait partie de mes responsabilités. Après, je me déplace à domicile, donc que ce soit chez les gens, sur leur lieu de vacances. Donc, généralement, les personnes n'ont pas à reprendre la voiture derrière, donc ça facilite aussi les choses en atelier. Mais de toute façon, on n'est pas en atelier, on n'est pas là pour se mettre la tête à l'envers. Donc, clairement, avec les doses qui sont servies, on repart pas. On repart pas en état d'ébriété. Il y a toujours un crachoir qui est là aussi pour si les personnes veulent soit recracher, soit après 6 mois un vin et veulent pas terminer. Il y a toujours un crachoir qui est là aussi. Ok. Est-ce qu'il y a des amateurs de vin autour de la table ? Prends un micro. Alors, les entreprises, par contre, ça se passe, c'est quoi ? C'est des forfaits, ça rentre dans des cadres de team building, des choses comme ça, oui ? Oui, ça m'est arrivé de faire des ateliers pour des entreprises, par exemple, des personnes qui se retrouvaient sur un séminaire dans un chalet et puis qui, à l'issue de leur réunion, avaient envie d'avoir un moment un peu plus convivial. Pareil sur une personne qui organisait une réunion en entreprise et qui voulait avoir un moment un peu plus convivial, un peu plus détendu à l'issue de cette réunion. D'accord. C'est vrai que c'est une bonne façon de finir la journée. Oui, clairement. après une réunion un petit peu longue et qui a pas forcément toujours été sur des sujets très très drôles, ça permet de se détendre quand même un petit peu et de passer un moment assez sympa. Et qu'est-ce qu'on dit du coup aux gens qui ont quelques doutes sur les vins de Savoie pour les aider à y aller ? Moi je pense de toute façon qu'il faut goûter à tout, donc clairement il faut pas hésiter à y aller. C'est vraiment dommage de s'en priver. On loupe des très très jolies choses. Il y a vraiment des pépites dans la région, donc allez-y, goûtez au vin de Savoie. Voilà. Et en passant par toi en plus, on sera guidé. Ce qui est tout à fait. Bien. Oui. Comment on fait pour te contacter ? J'ai un site internet, donc au-delà-du-verre.com. Sur le site internet, il y a toutes mes coordonnées, donc on peut me contacter par email, par téléphone. Je suis sur les réseaux sociaux aussi. Lesquels ? Instagram, Facebook, LinkedIn. Bon, et tu t'appelles ? Marion. Sur les réseaux sociaux. au-delà-du-verre.savoie sur Instagram. Donc c'est au-delà-du-verre. .savoie. Voilà. Il n'y a plus qu'à. Voilà. Merci Marion. Merci Karim. On va passer à Romain. Bonjour. Wow, c'était suave. Très. Bonjour. Bonjour Romain.
Romain Villachon, donc de Pays de Savoie Sport et de l'Entre-deux-Bières. Alors, on va commencer par Pays de Savoie Sport, peut-être. Ok. T'as un parcours justement dans l'associatif sportif. Ouais, complètement. Qui explique beaucoup ce qui se passe maintenant. Ouais, c'est clair. Moi déjà, du coup, de base, je suis pas savoyard. Hein. Je suis originaire de Limoges. C'est pas grave. Tout le monde a des défauts. Ouais, tout le monde. Mais ça explique aussi un petit peu une certaine passion pour le ballon orange. La porcelaine, certes, mais surtout le basket. Puisque Limoges CSP est une institution du basket français. Moi, j'ai grandi dans Beaublanc, etc. Et du coup, quand il a fallu choisir une voie professionnelle, je me suis très vite tourné, notamment au début, vers l'entraînement. Et puis du coup, j'ai fait mon premier passage pas très loin d'ici, dans un petit village isérois où j'ai eu mon premier poste. Et puis après, j'ai évolué, directeur technique, manager général de club, responsable communication d'un club professionnel également. Ça fait maintenant 10 ans aussi que je travaille pour la Ligue nationale de basket sur le championnat espoir pour les jeunes. J'ai été scout pour une agence qui travaille avec des universités américaines. Scout avec un short, un petit foulard et des médailles? Non, c'est les scouts. Alors, il y avait la draft hier et avant-hier, où d'ailleurs 2 Français ont été draftés numéro 1 et numéro 2. La draft, c'est tous les ans les meilleurs jeunes mondiaux d'une classe d'âge qui sont sélectionnés par les franchises NBA. Et donc, si on est numéro 1, ça veut dire que de notre classe d'âge, on est considéré par les scouts, donc ceux qui évaluent les jeunes potentiels, comme le meilleur joueur potentiel pour la franchise qui fait le premier choix de cette année de draft. Donc voilà, moi je bossais pas pour des franchises NBA à proprement parler, mais plutôt pour des universités américaines, donc qui sont sur des championnats NCAA 1 et NCAA 2. Le nombre de trucs qu'on comprend pas, c'est la NCAA, c'est le championnat numéro 1 aux US en universitaire. C'est le Final Four, donc les demi-finales et la finale NCAA, c'est souvent devant 80 000, 100 000 personnes. C'est des ambiances extraordinaires. C'est des prix des places assez démesurés, quasiment aussi chers que des finales NBA. Donc c'est vraiment en fait aux États-Unis, il y a vraiment la NBA qui est le championnat numéro 1, et puis derrière la NCAA, c'est le deuxième grand attrait. Il n'y a pas vraiment comme chez nous. Ici, on a une première division en Ligue nationale de basket, une deuxième division, une troisième division, des championnats seniors, etc. Là-bas, ça n'existe pas vraiment. C'est soit tu es très bon et tu passes en NCAA, en NBA, soit après la NCAA, souvent tu viens en Europe. D'accord. Donc voilà, moi je travaillais un petit peu dans ce cadre-là. On dit souvent que le basket, c'est un sport pour les Américains, etc. Mais il y a beaucoup d'Européens qui se retrouvent en NBA, des Français aussi d'ailleurs. Ouais, de plus en plus. Alors le plus célèbre, c'est Tipeee. Alors Tony Parker évidemment qui a eu. Parce que ça compte, parce qu'il est franco-américain quand même lui. Il est à moitié américain effectivement. Ouais. Mais oui, ça compte. Il a joué en équipe de France. Il a quand même aidé à populariser le sport et la NBA en France. Avec Georges Eddy évidemment, mais il a grandement contribué. Et puis désormais il y a Victor Wembanyama qui était aussi sélectionné numéro 1 de la draft lui de l'année dernière. Donc c'était une première pour un Français. Cette saison c'était Zachary Rizaché, donc un Français numéro 1 de la draft. C'était jamais arrivé dans l'histoire de la draft NBA que des Européens soient draftés 2 années de suite numéro 1. Donc c'est vraiment extraordinaire et ça montre à quel point la formation française est performante. Ouais. Voilà. Donc toi, ça consiste en quoi exactement ce que tu fais? Du coup, moi je travaille pour cette agence. Mon boulot, c'est vraiment de repérer les jeunes à partir des championnats U15 France, U18 France, voir lesquels sont intéressés pour avoir un cursus aux États-Unis, de formation aux États-Unis, et puis après leur trouver la bonne fac qui correspond à leur projet, avec le projet scolaire qui va avec. Ils reviennent tous avec des diplômes américains.
bilingue, etc. Donc c'est aussi un double projet, il n'y a pas que le projet sportif. Et est-ce que quand ils sont aux États-Unis, ils sont à la fac, tout ça, ils s'améliorent énormément en anglais, ça devient leur nouvelle langue. Et là, ils se rendent compte que Tipeee, ça veut dire papier toilette. Est-ce que du coup, ils aiment toujours autant Tony Parker après ça? Faudrait leur poser la question, je sais pas la réponse. D'accord, bon. La NBA, c'est un show, quoi, clairement. On a ce genre de show avec le basket français aussi? Alors justement, ça tend à se démocratiser. Moi, dans mon parcours, comme j'ai dit, j'ai travaillé au Paris Basketball en tant que responsable communication. Là-bas, c'est David Kahn, le président, donc c'est un Américain. Lui, il a cette volonté d'importer cette culture américaine en France. Ils sont rentrés dans une nouvelle salle cette année, 8500 places, l'Adidas Arena. Pour lui, il n'y a pas de basket sans show. À l'époque, c'était la première année du club. Il venait de racheter le club. Il y avait rien. Il y avait 3 salariés. Enfin, c'était compliqué. Il voulait jouer un match sous la Tour Eiffel. Ah oui. Voilà, ça pose un petit peu le personnage. Moi, il a été manager général de franchise NBA pendant une dizaine d'années aussi dans son cursus. Donc, voilà, passionné de basket européen. Mais il a cette fibre du show et du spectacle. Et aujourd'hui, Paris est un club qui le fait très très bien. Mais il y en a d'autres. Et on essaye notamment via Pays de Savoie Sport. J'interviens pour Aix-Maurienne Savoie Basket sur les matchs délocalisés au phare de Chambéry et à la Olympique d'Albertville. Et donc dans ce cadre-là, on essaye justement d'avoir un show un petit peu plus important que ce qu'il peut y avoir à la Halle Marliose, qui est beaucoup plus confiné sur 1500 places. Voilà, gymnase de collège, etc. Sur les délocalisations, on amène cette notion de spectacle avec plusieurs fois, voilà, avec Crazy Dunker sur des shows mi-temps, fin de match. Il y a des troupes de danse. Il y a le panier à $10,000. Il y a le panier à 10 000 euros. Donc, on essaye vraiment d'amener ces notions de spectacle, y compris ici en local, en Savoie. Est-ce qu'on a des petits moments sympas, genre la kiss cam, tout ça, le truc où la caméra s'arrête sur un couple dans les tribunes et ils doivent s'embrasser? Ouais, ça fait partie des choses, alors qu'on fait pas forcément systématiquement. Mais par exemple, au phare de Chambéry, avec le cube central, c'est quelque chose qui est possible. Et donc, effectivement, on propose des choses comme ça. Alors, j'ai pas encore vu de match de Aix-Maurienne au phare. Par contre, à la Halle Olympique, à Albertville, c'est impressionnant. C'est clair que là, tu vois aussi que le public, ça fait tellement. Quand il y a la Halle Olympique remplie pour un match, c'est quand même un autre délire que la Halle Marliose. Donc, on fait avec ce qu'on a, je veux dire, mais l'ambiance est pas du tout la même. Et ça, je suis persuadé que ça joue aussi sur le moral des troupes, etc. Ouais, c'est évident. Cette année, donc c'était 3 délocalisations pour Aix-Maurienne. Et c'est une des saisons où, sur les 10 dernières années, ils se sont maintenus le plus facilement dans cette Pro B qui est si compliquée. Donc je pense qu'effectivement, ça motive beaucoup les joueurs, le staff également, les salariés aussi du club. Hein. C'est un énorme boulot pour eux, mais au ressortir, c'est beaucoup de joie et de satisfaction. Ouais. En tout cas, c'est du show et c'est super agréable à voir à chaque fois. L'ambiance, elle est folle. On est pris. C'est un peu comme pour, je pense que tout le monde a déjà été voir un match du hand au phare. C'est un peu le même délire. C'est des sports qui vont vite. On n'a pas trop le temps de s'ennuyer. C'est pas, allez, on va être sympa. C'est pas l'équipe de France qui nous traîne 1h30 pour faire 0-0. Au football, bien sûr, je parle. Et là, au moins, il se passe toujours quelque chose. Que ce soit au hand ou au basket, ça part dans tous les sens. Et on est la plupart du temps dans un suspense de fou jusqu'au dernier moment. Ouais, tous les matchs, il peut y avoir à un moment donné 20 points d'écart, et tous les matchs peuvent se jouer à la dernière seconde, sur le dernier tir, sur la dernière prise de décision de l'arbitre, sur le dernier système du coach. Évidemment, c'est un sport qui est hyper haletant et où rien n'est joué d'avance. On fait un bisou à Yanis. Évidemment. Bien sûr. Et on a une autre activité rapidement aussi à présenter. Ouais, du coup, l'entre-deux-bières, c'est une... La troisième mi-temps. Ouais, la troisième mi-temps, exactement. C'est une microbrasserie, du coup, basée à Entre-deux-Gués en Chartreuse. Et donc, on fait que de la bière bio, artisanale, et donc avec des produits au maximum locaux, des maltes qui viennent d'Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une microbrasserie qui est en scope, donc où les salariés sont
sont propriétaires de leur entreprise. Et puis donc nous on se développe pas mal sur le B2C principalement. On fait beaucoup de ventes directes. Vous pouvez nous contacter pour faire des commandes groupées, des choses comme ça, des dégustations également. Et on se développe également un petit peu en B2B. On est notamment la vente à La Ressource, à Aix-les-Bains, et puis Biocop, Faubourg Maché et Quai de la Rise sur Chambéry. Donc voilà, pas hésiter à aller goûter nos produits. Il y a combien de bières dans le... On a 15 bières dans la gamme annuelle. Alors il y a des annuelles et des éphémères. Par exemple, là, on a une blonde d'été qui est plutôt sympa. Nous, on est beaucoup basé sur des bières avec de l'amertume. Les brasseurs sont vraiment spécialisés là-dedans, ce qui est intéressant. Et on a plutôt plus de houblon que les autres, ce qui permet d'avoir des arômes un petit peu différents et qui peuvent être étonnants. Nos bières, c'est comme les vins qu'on a présentés juste avant. Nos bières, la première chose, faut les sentir pour comprendre ce qu'on y retrouve, etc. Et puis ensuite, effectivement, les goûter, les boire. Mais ça se passe aussi bien au nez qu'à la bouche. Dégustation de bière, c'est comme pour le vin, c'est des doses plus petites ou c'est la pinte? On y va, les gars? Non, là, on en a 15 quand même, donc si on veut toutes les goûter, on y va mollo. Une cuillère à soupe chacun, c'est réglé. Un poil plus, on est un peu plus généreux que ça. Mais Et c'est qui produit en fait, qui fabrique la bière réellement? Il y a combien de personnes là-dessus? On a 2 brasseurs qui produisent les bières. On produit à peu près 1000 litres de bière par semaine. Et donc c'est tout fait maison, aussi bien le brassage que l'embouteillage et la mise en commercialisation. C'est tout géré en interne. Sur une équipe de 3 personnes. Alors on rappelle, après le vin et la bière, que tout se consomme avec modération. Évidemment. Si vous ne l'avez jamais rencontré, cherchez-le, il est jamais loin. Et on fait comment pour du coup entrer en contact, que ce soit pour les assos sportifs qui voudraient avoir un petit entretien avec toi, ou si on veut en savoir plus sur les bières? Ouais, alors effectivement, moi je fais le lien un petit peu entre les deux activités. On est notamment partenaire des assos sportives qui voudraient travailler avec nous, dans le sens où quand on co-organise des ventes privées, on reverse une partie du chiffre d'affaires à l'association en sponsoring. D'accord. Donc voilà, si ça peut en intéresser certains, faut pas hésiter. Et du coup, on peut nous contacter, on peut nous trouver sur Facebook et Instagram, ou par mail tout simplement à contact@entredeuxbières.fr. Et pour Facebook, Insta, on va peut-être rappeler le nom. L'Entre deux Bières. Et l'Entre ANTRE. Exactement. Merci beaucoup, Romain. On va marquer la première pause. On se retrouve juste après. Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par Eurex, cabinet d'expertise comptable. Le Nouvel Entrepreneur, l'émission dédiée à la création d'entreprises et aux porteurs de projets, avec Karim sur Radio Grand Lac. Deuxième partie, et on enchaîne immédiatement avec Marine Permaja. Bonjour Karim. Bonjour Marine, comment ça va? Ça va bien et toi? Ça va plutôt bien. Alors Marine, en 2 mots, ton métier c'est? Alors, je suis infirmière et photographe. Voilà, Donc, voilà. On fait des photos de malades, des trucs... Non. Je suis spécialisée en photothérapie pour accompagner les personnes sur leur image, leurs relations avec eux-mêmes, leur corps, leurs émotions et aussi leur parcours. Donc, pour parler de mon parcours, pourquoi je suis infirmière? Donc, ça fait depuis toute petite. Bon, j'ai une maman aussi qui est infirmière, donc elle m'a un peu donné cette vocation-là d'aider et d'accompagner les personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est dans mes valeurs. Et pour la photo, ça a toujours été une passion. C'est
j'allais faire des photos avec ma meilleure amie. Moi, je suis drômoise, donc on partait, on allait se balader en pleine nature. Et personnellement, moi, ça m'a beaucoup aidé dans l'acceptation de qui j'étais. C'était la période de mon adolescence, qui est pas une période forcément facile. Donc, la photo a été un grand soutien pour moi. Ça a toujours été une passion. Je ne pensais pas du tout en arriver à créer mon entreprise en photographie. Ouais. Ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai eu mon diplôme d'infirmière, je me suis dit yes, j'ai eu ma première paye, j'ai mes premières payes, je vais pouvoir m'acheter mon premier appareil photo. Et donc on m'a posé la question, je me rappelle, c'est pour de la passion ou du pro? Je suis oh non, c'est juste de la passion. Et donc voilà, c'était je prenais mon appareil photo, j'allais me balader en pleine nature et c'est très important pour moi parce que la photo est un canal pour d'expression et de créativité. Oui. Et ce qui s'est passé, il y a eu le Covid qui est passé par là. Il y a des filles qui m'ont proposé de leur faire une séance photo pour leur pro. Ouais. C'est des personnes qui proposaient des cercles de parole entre femmes. Et c'est quelque chose que je trouvais ça très intéressant pour ouvrir la parole. Et donc, lors de cette séance photo, j'ai amené vraiment à faire ma manière. Enfin, c'était compliqué pour moi parce que j'avais pas forcément l'habitude d'avoir des personnes. Oui, parce que t'es passé des photos de nature à des photos de gens et en plus pro. Exactement. Donc avec du cadre, avec du... ouais. Exactement. Et pour moi, j'ai du mal à dire aux personnes de faire une pause. Donc, j'ai amené à que la personne soit le plus naturelle possible, avec de la musique pour qu'elle soit en mouvement et pour qu'elle puisse exprimer qui elles étaient. Parce que avant tout, quand on crée une entreprise, on veut montrer aussi quelle est notre personnalité. Parce que notre personnalité, c'est aussi nos valeurs qu'on va communiquer dans ce qu'on crée, dans ce qu'on œuvre en fait. Donc, suite à cette séance photo, il y a une des filles qui m'a dit « Merci Marine ». Je lui ai dit « Pourquoi ?» « Merci, franchement, tu m'as aidé à me trouver belle, tu m'as aidé à m'apprécier telle que je suis, à apprécier mes formes, à m'apprécier vraiment, en fait, dans ma totalité. » Et là, ça a été pour moi un grand déclic. Je me suis dit que je pouvais, avec la photo, aider les personnes à se sentir mieux, à se sentir belle et à être soi-même. Donc c'est pour ça que par la suite, avec aussi mon boulot d'infirmière, avec cette fibre que j'ai créé en fait des accompagnements de photothérapie. Alors il va falloir expliquer. Ouais. Donc la photothérapie, c'est pour moi ça va permettre de réconcilier la personne avec qui elle est. C'est-à-dire on a tous, en tout cas je suis convaincue, des troubles liés à l'image de soi, par rapport à la société, par rapport à ce qu'on a pu vivre dans notre vie. Se voir en photo n'est pas toujours évident. Le regard des autres n'est pas toujours facile. Donc en fait, ou en tout cas, par exemple, moi dans mon métier, par exemple les personnes qui ont eu un cancer du sein ou qui sont atteintes d'anorexie ou de boulimie ou de pathologies chroniques, leur relation avec leur corps est entravée. Ouais. Donc la photo va permettre en fait d'être là comme un médiateur pour que la personne puisse se voir autrement. En fait, dans mes séances photo, la photo n'est pas forcément le centre. C'est-à-dire que je vais accompagner la personne dans des exercices, que ça soit par exemple dans des automassages, dans de la danse, dans l'expression d'elle-même à travers plusieurs exercices, plusieurs thématiques, des discussions aussi, de la méditation, une forme un peu d'hypnose pour l'aider à s'exprimer. Et quand la personne va voir ses photos, c'est aussi de se dire ah bah oui, là j'étais totalement moi-même et comment je suis quand je suis totalement moi-même, comment je rayonne. Oui. Et c'est ça le plus important en fait, c'est vraiment l'expérience qui est vécue pendant la séance et ce que la personne comment elle va se voir à travers la photo. Donc tu mets beaucoup de choses en place avant même la photo. Exactement. Souvent, j'ai même 1 à 2 séances avant la séance photo. Tout dépend de comment je sens la personne. Et ce qui se passe, c'est que
c'est vraiment un moment d'échange où la personne va pouvoir m'expliquer, voilà, mon image, comment je me vois actuellement. Elle va pouvoir me parler de sa vie. C'est beaucoup d'un moment d'introspection et d'échange. Il y en a qui me disent ah oui, c'est comme si j'étais chez voir la psy. Je fais d'une certaine façon oui, mais je ne suis pas psychologue. Je suis infirmière. Certes, j'ai des notions en psychologie dues à ma formation. Je suis apte à donner des entretiens. Dans notre métier, on appelle des entretiens infirmiers. Donc, j'ai cette formation pour pouvoir en fait laisser la parole à l'autre. Et pour moi, ces séances, ça va permettre de cerner le réel besoin et l'intention que la personne veut mettre dans la séance photo. C'est hyper intime, en fait. Exactement. Moi, j'ai des personnes qui sont arrivées, elles avaient une cape, les premiers portraits très fermés. À la fin, elle était nue sous la cascade. Voilà, c'est vraiment le gros écart, mais c'est des séances photos qui durent 3 heures en immersion totale en pleine nature. Parce que pour moi, je trouve que la nature permet de créer ce cadre intime. Bien sûr, c'est des lieux que je choisis où il n'y a pas de passage. Ou en tout cas très peu. Et si on est amené à aller... Pas de chasseurs peut-être aussi. Pas de chasseurs, oui, non, je fais attention aussi. Je fais attention aussi à la période, ou sinon je vais dans des réserves, ou en tout cas dans des lieux où il n'y a pas de chasse, et quand c'est la période. Et si, par exemple, souvent, moi j'aime bien faire des photos vers les cascades, et donc il peut y avoir des personnes qui passent. Donc souvent, ces photos-là sont faites à la fin. Quand déjà il y a eu tout ce travail qui est fait en amont sur les premières heures de la séance photo, parce que oui, aussi être confronté au regard des autres, et s'il y a des passants, c'est aussi gérer ça. C'est pas des séances photo qui sont tout le temps faciles, c'est confrontant, et il faut aussi être prêt à être face à l'objectif. Toi, j'imagine que tu es dans un accompagnement très soutien. Oui. Donc comment tu amènes les gens à être eux, il y a la musique, il y a tout ça, mais il y a toujours ta présence malgré tout. Oui, tout le long de la séance, je me vois vraiment comme un fil conducteur. La séance est cadrée, elle est organisée. Déjà, pour commencer, je vais vraiment me reposer avec la personne. Donc, il n'y a pas d'appareil photo. On va remettre l'intention de pourquoi elle fait ça. Et souvent, la séance est en 3 parties. Donc, souvent, je commence les séances par une reconnexion à soi, à son corps. Donc, comme je disais, un peu des automassages, de fermer les yeux aussi au début de la séance. C'est ok si les premières photos, souvent, des fois, en début de séance, c'est pas là où je vais prendre beaucoup de photos, mais en tout cas, c'est aussi une mise en situation, j'ai perdu mon mot, mais voilà, pour que la personne soit bien préparée. Exactement. Et tout au long, en fait, en fonction des premières séances que j'ai eues avec ces personnes-là, je vais créer des exercices et la personne aura vraiment en fait un cadre et va savoir ce qu'elle va devoir faire. Bien sûr, il y a toujours aussi un cadre qui est posé, mais de liberté, c'est-à-dire que la personne est libre d'exprimer qui elle est, et ça, je le répète souvent. Ose faire des choses que tu as envie de faire là. Même si c'est au niveau créativité, parce que ça peut être, voilà, certes un accompagnement sur l'image de soi, mais en amont, si la personne veut, par exemple, là, une prochaine séance, il y en a une qui va apporter, elle aime bien nager avec une queue de sirène. D'accord. Donc, elle a envie de faire ça, elle a envie, et c'est donc ok, let's go, on y va. Donc, c'est aussi oser aussi faire des choses qu'on n'oserait pas faire tous les jours, et exprimer et y aller, quoi. Ok. Ça s'adressait à qui? Je veux dire, c'est pour tout le monde ou... C'est pour tout le monde. Voilà, moi j'ai différents publics, j'ai même des hommes, j'ai majoritairement certes des femmes. Souvent, voilà, c'est soit pour parce que elles ont certains complexes, elles se sentent mal dans leur peau. Des fois, ça peut être dû à une pathologie. Ou aussi des fois juste pour célébrer en fait un moment de leur vie, pour dire voilà, j'en suis arrivée là. Là, ma dernière cliente que j'ai eue m'a dit, je viens d'avoir 30 ans, je vais peut-être pas forcément me marier, je vais peut-être pas forcément, j'ai pas encore d'enfant, donc en fait je veux faire cette séance pour moi,
je vais la faire pour me célébrer et pour me dire, bah voilà, où j'en suis actuellement et qui je suis devenue. Et ben, je suis cette femme-là. Donc, c'est aussi un moment de témoignage et d'expression de soi. Ouais. Marie-Laure, tu as l'air de très intéressée par la photo. Oui, moi, j'ai une question. Comment trouvez-vous vos clients ? Alors moi, c'est beaucoup sur Instagram. J'ai vraiment commencé sur les réseaux. Et puis après, c'est aussi de bouche à oreille, de personnes qui ont fait des séances et qui vont me recommander. Voilà. Après, moi, je force personne. Non, mais ce que je veux dire, c'est que... pour la photo. Allez. Non, ce que je veux dire, c'est que j'ai des personnes qui m'envoient des messages. Ah oui, je suis intéressée. Je fais OK. Mais je sais pas quand. Je dis viens quand t'as envie. Pour moi, c'est important en fait, c'est de faire la séance quand on se sent prête aussi, parce que le nombre de personnes qui disent ah oui, j'aimerais trop faire une séance. Et des fois, j'ai pas de suite, mais j'ai des suites des fois 1 an ou 2 ans après, parce que la personne n'était pas prête. Et moi, je suis là pour répondre aux questions. Je suis là pour accompagner. Et quand la personne sent qu'elle a envie de faire cette démarche-là, je la laisse venir à moi. Ok. Comment on fait pour en savoir plus, pour te contacter ? Alors bien sûr, donc sur les réseaux Instagram, Facebook, LinkedIn. Donc Instagram et Facebook, c'est MP Photographie, sauf que dans MP Photographie, donc c'est MP-du-bas photographie. Il y a 2 O au deuxième photographie parce que c'était pas disponible. Donc c'est photographie. Voilà. Le deuxième O de photo, il y en a 2. Ok. LinkedIn, c'est Marine Permaja et mon site internet c'est marinepermaja.com. Donc Permaja, c'est PERMINGEAT. Voilà. Et il n'y a plus qu'à pour se faire de jolies photos de nous-mêmes. Exactement. Comme on est. Comme McDo. Venez comme McDo. On va enchaîner avec Marie-Laure. Bonjour. Oui, bonjour Karim. Bonjour Marie-Laure Ray. Oui. Donc Marie-Laure Ray, représentation ultime de la CPME Savoie aujourd'hui. Oui, j'aime bien faire des trucs un peu hollywoodiens. Oui. Donc je suis à la CPME depuis 2013 et je suis ce qu'on appelle une permanente, c'est-à-dire que je suis salariée de la CPME puisque c'est une association, loi 1901, qui est dirigée par un conseil d'administration de chefs d'entreprise qui sont eux bénévoles. Voilà. Et l'acronyme, c'est Confédération des petites et moyennes entreprises et c'est une organisation patronale. Donc, on adhère, on paye une cotisation à cette association et on représente, on défend les intérêts des petites et moyennes entreprises, c'est-à-dire de dirigeants ou de dirigeantes qui sont issus de tout type d'activités, industrie, commerce, services, artisanat. Donc nous ne sommes pas un syndicat de branche, c'est-à-dire qu'on ne dépend pas d'un métier particulier, mais on est dans l'interpro. Voilà. Donc c'est quelque chose qui a été créé en 1944, donc la CPME, donc c'est quelque chose qui est ancien, pour aller défendre les intérêts des TPE-PME. Et donc 13 ans que tu as rejoint la CPME, donc tu connais bien le sujet. On apprend tous les jours puisque c'est des sujets qui sont liés à l'actualité. Exactement. En fait. Donc on s'ennuie jamais. Et avant ça, du coup, tu faisais quoi ? Alors avant ça, j'ai fait, aujourd'hui on appelle ça un Master 2. Ouais. Donc un Master 2 en histoire, donc à l'université de Grenoble. Okay. J'ai enseigné 4 ans l'histoire géo en collège-lycée. Ça m'a pas vraiment plu, j'aimais beaucoup la matière, j'aimais beaucoup les élèves, l'environnement était pas forcément fait pour moi au niveau de l'éducation nationale. Et j'ai refait un Master 2 en ingénierie documentaire à Lyon et je suis partie dans une start-up à l'époque pour travailler sur la gestion électronique du document. Voilà. Donc j'ai été consultante pendant 10 ans. Dans une société de services informatiques et j'ai beaucoup travaillé avec des entreprises où je faisais des audits sur leur gestion documentaire. D'accord. Donc voilà, j'ai toujours travaillé en interface avec le monde de l'informatique et les clients. Et puis ensuite, j'ai encore, au bout de 10 ans, j'ai quitté l'entreprise en 2009 et je suis allée à l'école de commerce de Chambéry, où j'ai
j'étais responsable des partenariats. Donc je trouvais des stages pour les élèves pour les placer en entreprise. Et c'est comme ça qu'en fait j'ai rencontré en 2012 la CPME lorsque l'école de commerce a été vendue à l'INSEC. Et j'ai trouvé que c'était le bon moment après 5 ans de quitter. Et du coup je connaissais pas très bien le monde patronal, le syndicat patronal. Je connaissais très bien le monde de l'entreprise, mais pas forcément les organisations pour aller les défendre et les aider. Ouais. Et alors du coup la CPME, ça s'adresse à absolument tout le monde, j'ai envie de dire, à tous les entrepreneurs, tous les chefs d'entreprise. Oui, ça s'adresse alors, il faut un numéro de sirène et il faut habiter en Savoie. Puisque, en fait, c'est une confédération. Il y a 117 CPME en France et en Outre-mer. Il y en a même, on parlait tout à l'heure, à Mayotte et dans les départements d'Outre-mer. Et donc, c'est départemental. C'est une structure nationale, mais départementale et régionale, qui accueille les entreprises qui ont pas de salariés, qui sont auto-entrepreneurs ou qui ont un salarié, jusqu'à 250, puisque ensuite c'est repris par une autre organisation patronale qui est le MEDEF pour les grands groupes. Et puis il y a une troisième organisation patronale qui est l'UDP, dans lequel il y a les métiers de bouche et plutôt la CAPEB, les artisans. D'accord. Voilà. Donc, mais ça s'adresse à tout le monde à partir du moment où on a envie d'être soutenu, défendu, puisque la CPME est consultée par les différents ministères au niveau national pour essayer de comprendre les problématiques du terrain. Et nous, on les fait remonter au travers de notre structure. Voilà. Donc il y a un lien direct aussi entre les futurs sujets qui peuvent être abordés par le gouvernement et les informations que les CPME peuvent transmettre. Alors complètement, c'est-à-dire qu'on est une structure apolitique. On ne fait pas de politique, mais on travaille en lien avec les députés, avec les sénateurs, avec les ministères à Paris. Et l'idée, c'est d'aller trouver des lois, ou en tout cas des projets de loi, travailler pour que ça aille en faveur du chef d'entreprise, mais pas en sa défaveur. Voilà. Donc on va aller travailler sur l'accompagnement, par exemple, sur l'apprentissage. On va se battre pour que l'apprentissage puisse avoir une aide de l'État. Pendant le Covid, on a été extrêmement présent pour avoir des aides pour l'ensemble des entreprises qui étaient fermées, notamment les commerçants. On a vraiment fait un gros lobbying. Voilà, donc auprès des pouvoirs publics. Et puis on a aussi au niveau de l'État, mais aussi régional et départemental, ce qu'on appelle des mandats, c'est-à-dire qu'on a 300 adhérents chefs d'entreprise en Savoie, et parmi ces 300 adhérents, on en a plus de 60 qui sont présents dans des conseils d'administration qui sont gérés et qui interfèrent, par exemple, à la Caisse primaire d'assurance maladie, à la CAF, à Pôle emploi, à l'URSSAF, c'est-à-dire toutes sortes d'organisations qui gèrent de l'argent public et pour lesquelles c'est géré de manière paritaire, c'est-à-dire qu'en face de nous, autour de la table, dans un conseil d'administration, il y a des représentants de la CGT, de Force ouvrière, de la CFDT et autres. Et de l'autre côté de la table, on a les représentants des organisations patronales. Et donc, c'est important pour nous d'avoir des chefs d'entreprise qui sont à Pôle emploi, qui sont à la CAF, qui sont dans ces organisations pour donner alors j'ai pas parlé des prud'hommes, mais on est également prud'hommes et au tribunal de commerce, mais qui sont pour donner la vision des chefs d'entreprise patrimoniaux, puisque nous, ce qui est important, et donc tous les gens qui sont autour de la table et qui ont parlé, voilà, ils sont tout seuls en fait. Oui. Ils sont dans leur coin, ils ont des clients, mais ils n'ont pas forcément un service juridique comme on peut les avoir pour les aider. Ils n'ont pas forcément de lien avec l'URSSAF s'ils ont une problématique, ou si vous travaillez à l'international, on est en lien direct et partenaire avec le service des douanes qui peuvent en fait vous apporter un conseil gratuit. Oui. Voilà, tout ça c'est gratuit, c'est le service public aussi, et on a un lien privilégié avec ces différentes organisations. Et donc par exemple pour les personnes autour de la table justement, l'intérêt de rejoindre la CPME, ce serait d'avoir
ce lien particulier avec les différentes institutions aussi. C'est un lien privilégié et particulier. Entouré d'autres entrepreneurs. C'est ça. Dans un premier temps, nous, c'est vraiment notre ADN et c'est ce qui nous distingue en fait des autres réseaux, puisque on fait aussi de la mise en relation d'adhérents entre eux, mais le plus que l'on a, c'est ce lien privilégié avec les organisations. Donc, on va pas avoir on va pas vous faire dans le respect de la loi. Voilà. On va vous mettre votre dossier pour qu'il soit lu attentivement et que vous ayez une réponse précise dans un temps rapide. Ouais. Voilà. Et puis, on connaît bien les gens, donc on peut être à l'interface. Ça, c'est la première chose. Et puis, effectivement, les gens se rencontrent entre eux. On a des ateliers, on fait de la formation aussi, parce que le chef d'entreprise, qui est pas forcément structuré, qui a pas de service RH ni de DAF, n'a pas forcément une idée de tout ce qu'il est obligé de faire, puisque la France est un pays où on a des grosses obligations qui changent beaucoup. Donc nous, on a des normes, on a des règles et on leur donne en tout cas, c'est plus facile pour eux, des modèles de documents qui sont tout faits. En fait, on leur fait gagner du temps. Et puis, bien évidemment, on a 300 adhérents, donc on organise des petits déjeuners, des rencontres, et ça leur permet aussi de rencontrer d'autres gens de leur secteur ou de secteurs différents qui peuvent devenir des clients ou pas, mais en tout cas, notre force, c'est vraiment sur le fait qu'on ait une représentativité. Voilà. C'est pour toute la Savoie, on est d'accord ? Oui. Il y a un siège, quelque chose, où on peut aller à la rencontre ? Alors, on est basé à Chambéry, mais j'ai un président qui dit qu'on n'est pas la CPME de Chambéry. On est la CPME de la Savoie. Donc, on se déplace sur les territoires. On a des permanents qui travaillent dans la structure et qui vont à la rencontre de chefs d'entreprise. Et nos animations sont à Albertville. En fait, on a découpé la Savoie en 6 territoires. Et donc, on est présent sur les 6 territoires dans le cadre de petits déjeuners, de visites d'entreprise. On se déplace. D'accord. Voilà. Et puis, on est en lien avec... alors là, c'est plutôt au niveau de la structure. Nous, on est en lien avec Paris et Auvergne-Rhône-Alpes, où ils sont basés à Lyon. D'accord. On peut aussi mettre le point sur le fait que on adhère à la CPME, alors, c'est ça ? C'est une adhésion qu'en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc, le coût d'entrée est à 300 € sur les petites structures, ce qui n'est pas très élevé parce que vous pouvez bénéficier ensuite gratuitement de l'ensemble des services, y compris de 2 juristes que vous pouvez consulter gratuitement. Et puis, on est aussi en lien avec tout le monde. Et puis ensuite, en fait, on fonctionne un peu démocratique, c'est-à-dire que plus vous avez les moyens, votre cotisation elle augmente, mais ça permet aussi à tout le monde de participer. Mais au regard de tous les services offerts, c'est pas très onéreux. Non, c'est sûr. Est-ce que vous connaissiez autour de la table la CPME ? Non. Et vous en pensez quoi du coup ? C'est intéressant. C'est sacrément intéressant. Je fais le parallèle parfois entre alors on connaît tous les clubs d'affaires. Ça, c'est bon, les apéros, les petits-déj, etc., où on rencontre d'autres entrepreneurs. Il y a souvent une dynamique qui va avec. Chacun peut recommander l'autre et j'arrêterai jamais de le dire, les clubs d'affaires, c'est hyper important dans l'écosystème entrepreneurial de chaque zone. Et là, en fait, la CPME, moi, ça me donne vraiment l'impression du club d'affaires plus. C'est-à-dire qu'il y a l'aspect, on rencontre d'autres entrepreneurs, on a des ateliers, des réunions, etc. Mais il y a tout le panel en plus de services qui sont pas toujours simples à obtenir. Et surtout, je prends par exemple l'URSSAF. Quand on a besoin d'une info qui vienne de l'URSSAF, des fois, ça peut être très compliqué rien que de joindre quelqu'un. C'est ça. Donc, c'est un peu le niveau supérieur, je sais pas comment dire. Alors, j'ai pas la prétention de me mettre à un niveau supérieur, mais en tout cas, on est vraiment une structure qui est reconnue par l'État. Je vous l'ai dit, c'est été créé en 1944, donc c'est quelque chose qui est pérenne. Donc ça ne bougera pas et c'est animé aussi par les chefs d'entreprise. Donc évidemment 300 adhérents, il faut les faire se rencontrer, il faut les faire s'animer. Donc, nous, notre objectif, c'est vraiment qu'ils puissent travailler entre eux par de la recommandation, par une. Et puis quand on rentre chez nous, on a, on les connaît. Donc on peut en parler aux autres et ils peuvent se rencontrer. Mais effectivement, cette partie un peu publique de représentation avec le carnet d'adresses entre guillemets
qui est avec aussi, on a régulièrement on travaille avec l'inspection du travail, avec la D2TSPP, avec le préfet, avec les impôts, avec tout ça. C'est vraiment avec la CCI et la CMA, puisque mon président est également le vice-président de la Chambre de commerce de la Savoie. Oui. C'est vraiment un carnet d'adresses privilégié pour aussi remonter des problématiques terrain sur le national et auprès des différents ministères. Et ça, c'est vraiment un plus par rapport à d'autres réseaux qui sont que locaux, qui sont très bien, mais qui n'ont pas cette approche-là. Oui. Je trouve que c'est une très belle phrase pour terminer l'émission. Comment on fait pour joindre la CPME ? Alors, il y a un site web, cpmesavoie.fr, sur lequel il y a les coordonnées téléphoniques et vous retrouvez l'ensemble des informations. Et nous sommes présents sur LinkedIn. Si vous tapez sur LinkedIn, CPME Savoie. Et puis, j'ai également une page, Marie-Laure Reyes, CPME Savoie, qui est professionnelle. Et au cas où il y a une prochaine réunion, quelque chose, il faut attendre la rentrée peut-être. Alors, il y a le vendredi 20 septembre, la rentrée économique de la CPME Savoie, que l'on fait dans le cadre de la 2e nocturne de la Foire de Savoie. C'est-à-dire qu'on profite de la Foire de Savoie et de sa nocturne, donc pour nous présenter ce qui va se passer sur l'année. Donc il y aura un discours de notre président, mais surtout il y a une très belle conférence de Gaëtan de Sainte-Marie, qui est le vice-président de la CPME du Rhône et qui fait une très belle conférence sur l'économie collaborative. Ok. Il faut être c'est libre ou tout... C'est ouvert à tout le monde. D'accord. Il suffit d'aller sur le site web CPME Savoie ou sur notre réseau LinkedIn et vous pourrez vous inscrire. D'accord. Voilà. Super. C'est le vendredi 20 septembre à 18h. À 18h, à la Foire de Savoie. Foire de Savoie. Et après, on peut profiter des... Alors, il y a toujours une conférence, un discours, et ensuite, il y a toujours des moments de convivialité, parce qu'à la CPME, quand même, c'est indispensable. Eh bien, là-dessus, je te remercie, Marie-Laure, déjà. Merci à tous, nos 3 autres invités aussi, d'avoir participé à l'émission, la dernière avant les vacances. Maintenant, il va falloir aller bronzer un peu quand on pourra, parce que c'est pas donné côté météo. Merci aussi à la radio. Merci de laisser cette émission continuer. Non, on l'arrête, d'accord. Et on se retrouvera nous à la fin août pour reprendre tranquillement avant le salon du nouvel entrepreneur et plein d'autres événements qui arriveront. C'est la rentrée, forcément, ça s'anime. Et je vous souhaite un très bon appétit. À très bientôt. Radio Grand Lac.